compare les différentes victoires de CHAN, troisième place de la CAN, à la politisation que fait la qualification à cette édition de la Coupe du Monde. Vous devez savoir qu'il ne faudrait pas comparer la Coupe du Congo, à la Linafoot. D'abord seulement à ce niveau-là. Si aujourd'hui on compare le CHAN, on ne peut pas comparer le CHAN au CAN, ne comparez pas le CHAN à la Coupe du Monde. Le championnat d'Afrique des Nations est un championnat qui, du reste, je pense, peut être comparé à un championnat local en Afrique. Parce que c'est entre Africains. Mais un championnat où vous gagnez les pays d'autres continents, notamment les Jamaïques, ainsi de suite, et vous vous qualifiez à une Coupe du Monde où toutes les grandes nations viennent se présenter. Le Congo ne l'a pas fait il y a 52 ans. Et rappelez-vous, lorsque le Congo s'est qualifié pour la Coupe du Monde, il y a 52 ans, avec le président Mobutu, c'était une effervescence nationale. Et donc, je salue ici le président de la République qui, depuis son avènement, nous n'entendons plus ces histoires de problèmes de primes des joueurs. Aujourd'hui, les joueurs sont bien traités. Ils n'ont plus de problème d'avion. C'est ce qui a conduit à ces résultats. Et donc, je pense qu'il ne faudrait pas comparer la petite coupe de CHAN à la grande coupe aux grandes oreilles de mondial. Mais aussi en termes de revenus, vous êtes informés qu'à la qualification mondiale, la République démocratique du Congo bénéficiera d'une grande somme d'argent afin de préparer son équipe. Donc c'est pour dire que c'est une victoire intercontinentale et non une victoire continentale. Et donc la politisation, ça dépend comment vous la voyez. Je remercie le président de la République pour l'honneur qu'il a donné, n'est-ce pas, à ses joueurs, les maisons, les véhicules et les moyens, coup de chapeau. C'est une victoire énorme pour nous autres qui aimons et pour cette nation qui est fortement sportive. Alors, on nous dit que nous sommes sur les pas de Kabila. Bon, voilà Kabila. J'aimerais vous dire une chose ici. En 2011, Kabila a modifié cette constitution en changeant environ 8 articles de la constitution du 18 février 2006. Parmi les articles phares, c'était premièrement le découpage du territoire congolais. Nous passions en son temps de 12 provinces à 26 provinces. Quelle était l'urgence? Il n'y avait pas d'urgence. Nous passions de 2 tours à 1 tour d'élection. Quelle était l'urgence? Et donc, la vraie vérité, c'était que Kabila était minoritaire, il avait peur de la majorité. Je suis pour la modification de la Constitution pour que nous revenions à 2 tours, par exemple, parce que les élections à 2 tours consacrent une majorité expressive en termes de démocratie. Par contre, l'élection à 1 tour vient consacrer une majorité minorisée. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes à 1 tour, même si vous gagnez avec 30%, vous êtes le président de tous les Congolais. Mais par contre, pour gagner les élections et diriger toute la République, il faut avoir au moins 50% plus. Là, ça passe, vous dirigez la majorité. Et donc, il y a nécessité, que l'on veuille ou non, de pouvoir modifier la Constitution. Joseph Kabila l'a fait. La Constitution que nous avons aujourd'hui est une Constitution qui a été taillée sur mesure en vue de satisfaire les intérêts des belligérants. Je vous prends un article de la Constitution qui dit qu'il faudrait céder une partie de sa souveraineté, n'est-ce pas, sinon de son terre, pour les besoins de la cohésion africaine. Donc, qu'on accepte de céder Goma pour satisfaire les intérêts du Rwanda. C'est ça que ça veut dire. Une telle constitution voudrait que nous puissions marcher avec. C'est comme ça que j'ai dit au président de la République. Si le président n'initie pas les modifications ou les changements de la constitution, le président aura échoué à pouvoir léguer
à la population congolaise une constitution souveraine. Cette constitution ne garantit pas la souveraineté de la République démocratique du Congo. Alors, sur les élections, on nous dit, bah, écoutez, on échappe aux élections, on revient en caricature Joseph Kabila. Il ne s'agit pas d'un glissement, mes frères. Nous sommes tous convaincus que nous n'avons pas de carte d'identité. Aujourd'hui, c'est une honte. Lorsque les militaires, la police, pour les besoins de contrôle le soir, ils vous posent des questions. Papa peut s'en carte d'identité. Voilà. Un Congolais sérieux, père intellectuel, il sort sa carte d'électeur, il dit voilà ma carte d'identité. Depuis quand une carte d'électeur est devenue une carte d'identité? C'est un sacrilège qui n'est consacré qu'au Congo. Même ici en Ouganda, ils ont une carte d'identité. Au Congo-Brazzaville, ils ont une identité. Aujourd'hui, les Congolais sont des apatrides dans leur propre patrie, sans identité. Voilà pourquoi nous demandons au président de la République de pouvoir, il a le soutien de la population. C'est le peuple qui demande à Tshisekedi. Président Tshisekedi, donnez les moyens à l'ONIP afin que l'ONIP puisse nous doter des cartes d'identité avant toute initiative électorale. Les élections, c'est pour nous. Le Congo nous appartient. Nous avons besoin de ces cartes d'identité. Alors, ceux qui disent qu'on veut ajouter la Constitution pour ajouter un mandat au président Tshisekedi, vous dites un mandat. Pourquoi ne pas l'ajouter 2 mandats? Pourquoi ne pas ajouter 2 mandats? Joseph Kabila est entré au pouvoir en 2001. Il est sorti en quelle année? Il a fait 17 ans. Avec quel mandat? 18 ans. Avec quel mandat? Qu'est-ce qu'il a légué à la population congolaise? Rien de substantiel. Je pense que si aujourd'hui, le nord et le sud qui vous n'étaient pas occupés, nous aurions connu un boom développemental dans ce pays. Il suffit de voir la révolution en termes de construction d'universités que connaît la République démocratique du Congo, en termes de construction des aéroports, en termes de construction des routes bétonnées. Je pense que si nous avions la possibilité d'avoir la totalité des recettes que génèrent les ressources minières, le président Tshisekedi allait nous donner, je pense, si pas à grande échelle, à petite échelle, l'Allemagne d'Afrique. Merci. Alors, les immigrants. On voudrait comparer ce qui n'est pas comparable. On dit, bon voilà, en 94, nous avons accueilli les Rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais ont tué les Congolais. Je suis content qu'aujourd'hui, ils acceptent que ce sont les Rwandais qui sont arrivés au Congo qui tuent les Congolais. Mais l'histoire doit nous rappeler que si je ne m'abuse, dans ce pays, en 90, si j'ai bonne mémoire, nous avons accueilli des Éthiopiens ici. Pour ceux qui vivent au Congo, les Éthiopiens étaient venus ici. Est-ce qu'ils nous ont fait des problèmes? Ils sont rentrés. Il y a un moment sur Victoire, là, il y avait des Éthiopiens à gauche, à droite. Mais après, ils sont rentrés chez eux. Aujourd'hui, vous allez voir Addis Ababa, c'est bien construit, c'est bien aménagé. Aujourd'hui que l'Amérique décide d'envoyer certains migrants en République démocratique du Congo, je pense que nous devons nous en féliciter. Cela veut dire que nous devenons une terre vivable. Nous comptons aujourd'hui dans le concert de nations en termes d'une nation structurée et organisée. Si nous n'étions pas structurés et organisés, ils n'allaient pas envoyer des migrants qui ont des droits. N'oubliez pas que ces migrants, ils ont également des droits. Et donc, je félicite cette diplomatie du président de la République qui accepte que ces migrants viennent. Nous sommes aujourd'hui un pays considéré dans un village planétaire où en réalité il ne doit pas avoir de frontières. Ils viennent chez nous pour un temps, ils vont rentrer chez eux après traitement de dossier. Et donc,
Je salue cette arrivée des migrants. Nous allons d'ailleurs les encadrer afin qu'ils puissent trouver que la République démocratique du Congo est une terre hospitalière. Merci, Président, pour cette promesse. Alors, cette Tikuni, j'aimerais ici attirer l'attention de la communauté internationale. J'avais dit, nous remercions les autorités de la haute cour militaire qui nous avaient reçus. Après traitement de dossier, ils ont envoyé au niveau du PG Vondé qui a traité les dossiers. Au moment où les instructions devaient commencer, j'ai été notifié. Cette Kikouni aussi a été notifiée. Malheureusement, notamment, cette Kikouni s'est déguisée en femme et a pris la foudre des scampettes. Ici, j'aimerais vous interroger. Quelqu'un qui ne se reproche de rien, qui croit en la justice de son pays, pourquoi ne s'est-il pas présenté devant la justice pour présenter ses moyens de défense? C'est parce qu'il sait que si l'on l'interrogeait, on trouverait dans ses téléphones des messages de connivence avec la FCM23, on trouverait dans sa maison la possibilité d'avoir des armes, la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, inquiéter, ainsi de suite. Si moi aujourd'hui j'ai interpellé cette Kikouni, je dois dire à la communauté, c'est parce qu'ils ont tenté de me recruter et j'ai dit non. Je leur ai dit, moi je suis un nationaliste, je suis un panafricaniste, je ne peux pas trahir ma nation. C'est comme ça que je l'ai traduit en justice. N'ayant pas les moyens de sa défense, il a pris la fuite. Donc j'invite le Congolais à ne pas considérer ses opinions prétestant qu'il a été voilà, pourchassé. Non, non, non. C'est la justice qui devait faire son travail. Et la justice congolaise, depuis l'avènement du président Tshisekedi, va bon train. Ceux qui ont raison. Ceux qui ont tort, ont tort. Nous sommes dans une république où l'on peut même arrêter les ministres. On peut arrêter les directeurs du cabinet du chef de l'État. Chose qui ne s'est jamais fait il y a 20 ou 30 ans dans notre pays. Merci. Merci, Président. Nous passons à cette deuxième série de questions. J'attire l'attention de tous les amis de la presse. La conférence des presse est encore en cours. Donc, je vous invite à adopter une attitude professionnelle. Mettez-vous à l'aise et posez vos questions. Au lieu d'en parler encore derrière la main, la conférence des presse est en cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Ces acolytes ont encensé de manière cavalière des propos allant dans le sens de pouvoir insulter le pouvoir en place. J'aimerais dire ici, quelle est cette leçon que nous pouvons tirer des rebelles? Joseph Kabila a-t-il des leçons à pouvoir donner à la nation congolaise, au peuple congolais? Lui qui a tout eu du Congo, mais aujourd'hui qui se rebelle contre ce même Congo, qui décide de soutenir, d'appuyer, de financer l'AFC M23 afin de tuer le Congolais. Quelle leçon allons-nous tirer de Kabila? N'est pas un modèle. En réalité, Kabila, l'on devait le rendre au silence. Lui disait qu'il ne parlait pas, comment il arrive à parler maintenant? C'est pour dire que nous l'avons cherché jusqu'à son dernier retranchement. Il s'est senti étranglé de manière diplomatique. J'aimerais demander à la population de ne pas considérer les propos tenus par le mouvement Sauvons le Congo AFC M23. C'est une branche d'AFC M23. Kabila, c'est un condamné à mort. Un condamné à mort, sa place est à la prison afin de pouvoir purger sa peine. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une fois de plus une rébellion contre la justice congolaise. Si Kabila est un démocrate, qu'il vienne d'abord répondre devant la justice. Le pouvoir de Tshisekedi n'est pas un pouvoir comme on veut le présenter, comme un pouvoir dictatorial. Nous avons des éminents opposants aujourd'hui comme Martin Fayoulou, qui fait des analyses par rapport à son combat politique sans être inquiété. Nous avons aujourd'hui les Moïse Katumbi qui ont décidé, par exemple, de laisser ses acolytes au Congo et lui-même être en vacances. Moi, je considère ça des vacances, parce que personne ne l'a chassé du Congo. Nous avons aujourd'hui des délices et sangs aujourd'hui qui se permettent par moments même d'insulter
sans être inquiété, je pense qu'il y a une certaine démocratie. Mais nous devons être rigoureux, très durs, à l'encontre de tous les Congolais qui se sont aventurés dans ces mouvements de trahison et de rébellion contre la nation, dont Joseph Kabila. Et donc la voix de Joseph Kabila ne mérite pas d'être écoutée ni considérée parce qu'il n'est pas un modèle. Deuxième question, c'est de... Voilà, on dit que la révision, alors que ou le changement de la Constitution, alors que nous sommes dans une situation sécuritaire très considérée. Chers camarades de la presse, vous devez savoir qu'à des grands mots, des grands remèdes. Si la révision ou le changement de la Constitution doit ou peut être considéré comme étant un des éléments majeurs pour redonner la paix aux Congolais de manière définitive, révisons, au mieux changeons cette Constitution. Mais une question a été posée. Est-ce qu'en changeant ou en modifiant la Constitution, l'on ne remet pas Kabila dans le jeu politique? Participer dans le jeu politique est un droit. Mais qui aujourd'hui peut voter Kabila dans cette République? Je dis, même si moi je me présente contre Kabila, dans cette République, je les battrai. Pour la simple et bonne raison que Kabila, pendant les 19 ans, de manière résumée, à part le slogan révolution de la modernité, qu'est-ce qui a été révolutionné? Zéro. 5 chantiers, qu'est-ce qui a été construit de manière sérieuse? Zéro. Sinon, c'était un bouticage pour détourner l'argent de l'État. Je dis ici, le jeu politique est ouvert à qui veut jouer. Mais la maturité des Congolais a atteint son paroxysme. Nous allons barrer la route à Joseph Kabila et toute sa bande. Que ce soit par les moyens démocratiques ou non démocratiques. Joseph Kabila n'aura plus de droit de parole dans ce pays. Évidemment, je suis parmi ceux qui pensent que la révision de la Constitution égale changement de la Constitution. Car une Constitution révisée est une Constitution changée. Merci. Voilà. La sécurité à Kinshasa, Daniel Bumba, Jacquemin Chabani, la police, à qui incombe la responsabilité? Je vous ai dit, la question de la sécurité est une question transversale. Est une question au-delà des autorités, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville, la police. C'est une question qui nous considère nous aussi, qui nous intéresse nous aussi, peuple. Parce qu'il n'y a pas meilleure vigilance citoyenne si ce n'est que la population. Les Koulouna sont nos frères, oui ou non? Oui. Nous vivons, nous mangeons avec les Koulouna. Même les kidnappeurs, ils vivent parmi nous, nous les connaissons. Mais combien sont-ils déjà passés pour dénoncer? Voilà, dans ma famille, j'ai un Koulouna, j'ai un kidnappeur, ainsi de suite. Mais ici, j'aimerais interpeller chacun à son niveau de responsabilité. Que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le gouverneur de la ville. Un poste qui vous a été donné, oui, c'est considéré comme un privilège, mais il doit d'abord être considéré comme étant une responsabilité. Qui veut dire responsabilité veut dire vous devez travailler pour l'intérêt de la nation. Le peuple n'a pas à savoir c'est la police, c'est le ministre de l'Intérieur ou qui encore. Le peuple est à savoir que je dors et je me réveille en sécurité, en liberté, c'est le plus important. Le président de la République a mis un mécanisme en place. Nous voyons des véhicules cabassés arrêtés par moment des personnes qui ne sont même pas considérées comme des Koulouna. Les Koulouna qui sont arrêtés, ils sont relaxés par la police et par la justice. Nous demandons à chacun de faire sa part. Et même aux députés. Aujourd'hui, j'ai vu les députés prendre le courage d'interpeller, de lancer une motion. Mais c'est un exercice parlementaire.
Je félicite ces députés, mais je pense qu'il aurait dû utiliser des moyens beaucoup plus diplomatico-stratégiques, en lieu et place de pouvoir traiter le vice-premier ministre de l'Intérieur, nommé par le chef de l'État. Ça veut dire, bénéficiant d'une ordonnance présidentielle, le traiter on l'a traité d'incompétent. Pour moi, c'est une insulte. Non seulement une insulte à la personne du ministre, au vice-premier ministre, mais l'insulte au stylo du chef de l'État qui avait nommé. Ça dit que le chef de l'État avait fait un mauvais casting. Non. Je pense que le mot a été utilisé. Le mot qui a été utilisé est un mot qui était fort. Il y a la possibilité d'interpeller parce que la question de l'insécurité est une question transversale qui concerne plusieurs personnes. Mais la responsabilité de chacun doit être mise en cause. On est chef de quartier, on est responsable de comités locaux de développement, on est bourgmestre de commune. Vous devez aider les chefs de l'État. On est ministre provincial, vous devez aider les chefs de l'État. On est gouverneur, on est ministre BPM. Vous ne devez pas dormir sur vos lauriers. Vous devez travailler pour l'intérêt de la nation. Et donc je dis ici que les responsabilités sont partagées. Il ne s'agit pas de pouvoir indexer seul Jacquemain Chabani, non. Jacquemain Chabani, c'est un monsieur d'abord compétent, mais c'est vrai que la question qui est transversale demande à ce que plusieurs départements puissent intervenir. Alors, qu'est-ce qui bloque pour les cartes d'identité? Nous, le Rassemblement pour la souveraineté, nous ne voulons pas entrer dans les spéculations. Le peuple congolais attend de ses autorités, pas les élections pour le moment. Le peuple congolais a besoin des identités, de son identité. Nous demandons au gouvernement de mettre les moyens à la disposition de l'ONIP afin que l'ONIP puisse doter la population congolaise des cartes d'identité. Je pense que si les moyens sont mis, les cartes d'identité seront données et le Congo et le Congolais redeviendra fier de sa nation parce qu'il bénéficie d'une identité. Nous ne pouvons pas vivre en apatridie dans notre propre pays. Nous faisons ce plaidoyer pour demander au chef de l'État, mais aussi au gouvernement, d'accélérer le processus conduisant à l'octroi de la carte d'identité. Voilà. Bon, l'église catholique, Baboïno, Kamba et la ville sainte. Bafingi. Écoutez, nous sommes un pays laïque. L'église catholique n'a pas le monopole de la parole dans ce pays. Nous sommes un pays laïque. Nous avons des musulmans, nous avons des kimbanguistes, nous avons des chrétiens, nous avons ainsi de suite. Le président, je le félicite pour cette décision faisant de la ville d'Nkamba une ville sainte. Chaque nation a son envoyé. Si Mahomet est venu pour les islamiques, Jésus-Christ pour les chrétiens, nous devons l'admettre que pour les Africains, nous devons être fiers de notre Kimbangu Simon. Et cette décision de faire de la ville de Nkamba la ville sainte est une décision que nous saluons avec la dernière énergie. Nous lui félicitons d'ailleurs pour cette brave et courageuse décision. Merci pour notre dernière série de questions. On va la parole à la dernière question. Les propos du chef de l'État n'appellent pas à un commentaire. Si je puis dire un mot à l'endroit ou pour le compte de mon frère et ami Moutamba, je l'appelle à être fort, à avoir un mental d'acier. C'est pour cette même justice qu'il s'est battu, puisque cette justice l'a condamné. Alors le peuple considère que cette condamnation est injuste. Nous nous remettons entre les mains
du chef de l'État. Que le chef de l'État, qui est celui qui encadre les décisions du droit, puisse écouter la demande de la population. Merci. Soumis-toi, oh là là. Je vais vous étonner. J'aimerais le dire ici haut et fort que j'étais certainement sceptique à l'entrée de jeu du Souminois 1. Lorsque Souminois 1 est arrivé, j'ai douté encore. Souminois 2, le doute continuait. Je puis vous dire maintenant que je soutiens haut et fort Souminois 3. Parce que je ne vois pas moi pourquoi est-ce que l'on remplacerait maintenant Madame Judith Souminois qui a maîtrisé toute l'arcane du gouvernement. Madame Judith Souminois est une femme qui fait honneur aux femmes. Ce ne sont pas les mamans qui vont me contredire. C'est une dame qui n'est pas populiste, c'est comme c'était le cas avec Matata Pogno, mais qui travaille mieux que Matata Pogno. Je sais que vous auriez bien voulu voir Madame Judith Souminois aller inaugurer les routes, balayer les routes avec les cantonniers. C'est ce que vous attendiez. Mais aujourd'hui, il suffit de voir les routes qu'il y a à Kinshasa pour dire félicitations, Maman Souminois. Hier, l'action du gouvernement était une action individuelle. Je compare Souminois à Matata Pogno. Matata Pogno hier construisait des universités pour son propre intérêt, Université Matata Pogno à Kindu. Aujourd'hui, sous la houlette du chef de l'État, le gouvernement Souminois construit des universités, le cas de Kananga et de Mbujimaï, pour le Congo et non pour l'électorat de X ou d'Y personnes. Voilà pourquoi je suis ici pour dire également aux Congolais que si jamais il y a possibilité de remanier, puisque j'entends là, ça et là, à gauche, à droite, qu'il y aura Souminois 2, Souminois 3 ou changement, je suis pour la continuité vers un Souminois 3. C'est le gage de la stabilité et de l'équilibre de l'action du chef de l'État. Merci, Président, ici que nous mettons sur la présentation de presse. Merci. Merci à vous. Sinon, depuis aujourd'hui plus de 3 décennies, c'est l'insécurité ou encore l'agression à l'est de la République. Vous avez suivi comment le président de la République, au travers, n'est-ce pas, la diplomatie agissante, a, je peux dire, mis fin à cette aventure. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que cette agression était l'œuvre orchestrée par Paul Kagame, mais aussi ses acolytes, notamment Joseph Kabila et les autres. Au-delà de ça, le président, avec les mouvements belligérants, notamment la FCM23, ont décidé de poursuivre à travers le gouvernement le pourparler de Doha. Aujourd'hui, qui continue au niveau de la Suisse. Ce sont des éléments qui montrent à suffisance la volonté du président de la République à pouvoir instaurer définitivement la paix dans notre pays. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir que tout est au vert. Tout ce qui était difficile pour le Congolais hier devient de plus en plus facile. Vous avez vu l'événement majeur qui, après 52 ans, la République démocratique du Congo aujourd'hui est qualifiée une fois de plus au mondial. C'est une victoire parce que, au-delà du retour dans les concerts des nations, la République démocratique du Congo refait surface à l'échiquier mondial. C'est pour dire que le président Tshisekedi a décidé de changer les fusils d'épaule par rapport à la direction que prenait la République démocratique du Congo. Le président avait dit, arrivé au pouvoir, qu'il venait pour déboulonner. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus que le système que Paul Kagame avait instauré en République démocratique du Congo au travers ses acolytes a été déboulonné. C'est pour nous un motif de joie. C'est vrai que nous vivons à Kinshasa, il y a plusieurs questions qui taraudent nos esprits. L'insécurité, liée par exemple au phénomène kidnapping, qui a même suscité un motif de motion contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur.
C'est vrai que nous vivons à Kinshasa. Je ne peux pas aujourd'hui, en venant devant vous, ne pas parler du phénomène kidnapping ou de l'insécurité qui fait surface. Mais il faudrait noter la volonté manifeste des animateurs. Lorsque le président de la République délègue son pouvoir à un ministre de l'Intérieur, de la Défense, c'est pour que les résultats soient attendus. Je pense qu'il est aujourd'hui, pour la plupart des Congolais, de pouvoir établir les responsabilités. Qu'est-ce que fait le gouverneur de la République, le gouverneur de la ville de Kinshasa, en termes de responsabilité de l'insécurité de la ville de Kinshasa? Où est les commandants de la ville de Kinshasa dans cette affaire de l'insécurité? Où sont les chefs de district? Où sont les chefs de SIAT et de sous-SIAT? J'interpelle ici l'autorité, le vice-premier ministre. La motion ne veut pas dire que vous allez partir nécessairement, non. Mais la motion est une interpellation face à vos responsabilités. Je vous interpelle également pour vous dire, le président vous a doté d'un stylo vert au besoin d'un stylo rouge. Lorsque ça ne marche pas, vous avez la possibilité d'identifier les responsables et de les sanctionner. Je ne vois personne ici parler du ministre provincial de l'Intérieur. Il y a des ministres, ils sont payés avec l'argent de l'État. Et donc, toutes ces questions, nous ne pouvons passer sous silence. L'épineuse question de la CENI. Nous sommes en 2026, la Constitution prévoit les élections en 2028. Est-ce devrions-nous entrer dans le modus operandi pour installer la CENI en vue de préparer les élections en 2028? La République a toujours échoué. Le même cause produisant les mêmes effets, nous allons souvent aux élections sans identification préalable de la population. Nous ne savons pas qui est congolais, qui ne l'est pas. Au point où nous allons à des élections avec des Rwandais qui sont assimilés aux Congolais, des Brazzavillois, des Kenyans, des Éthiopiens, ainsi de suite. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie conditionne cette fois-ci le début du processus électoral par l'identification préalable des Congolais. Nous demandons au chef de l'État de pouvoir mettre les moyens à la disposition de l'Office national de l'identification, ONIP, afin que l'ONIP puisse nous doter des cartes d'identité. Ce n'est qu'avec les cartes d'identité que nous pouvons savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et à l'issue duquel nous irons aux meilleures élections. Parce que les élections, on doit se le dire, permettent aux Congolais de se choisir un président. Et donc, il n'y a pas de précipitation. Nous suivons à gauche, à droite, les gens parlaient de modification, changement de la Constitution. Le président de la République a une mission et non un mandat. Moi, je dis aujourd'hui, haut et fort, le Rassemblement pour la souveraineté se fonde sur deux vitesses. La souveraineté et la démocratie. L'on ne peut pas parler de démocratie sans pour autant avoir un peuple souverain dans un pays souverain. La souveraineté d'un pays veut dire un territoire stable. Comment voulez-vous que l'on aille aux élections avec un territoire occupé? Comment voulez-vous que l'on puisse respecter la Constitution avec des mouvements de belligérance qui sont soutenus par des forces internationalisées? Voilà pourquoi nous disons ceci, en ce terme bien précis. Le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie dit oui aux réformes à apporter à la Constitution. Et donc, nous sommes d'accord que l'on puisse réviser certains articles de la Constitution, notamment l'article 220 qui limite le nombre de mandats et la durée. Ils disent, bon voilà, le président est élu pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable.
5 ans ne peut pas aider un pays comme la République démocratique du Congo à se développer. Si au Rwanda, ils ont 7 ans, Congo-Brazzaville, ils ont 7 ans, Ouganda, ils ont 7 ans, pourquoi ne pas aller vers un septennat? Nous demandons au président de la République, puisqu'il avait dit qu'il mettrait en place une commission chargée de pouvoir travailler sur les différentes, je dirais, réformes à apporter à la Constitution, nous demandons que l'on puisse toucher l'article 220 afin que nous puissions passer de 5 ans à 7 ans pour permettre à notre pays de se développer. Et donc, que les gens disent qu'il a un mandat, qu'il a une mission, nous disons, le plus important que le président Tshisekedi permette à cette République de se développer à l'horizon 2035. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président, pour votre aussi clair et pertinent. Nous passons à l'étape de questions-réponses. Isaac, bonsoir. Vous présentez votre